Les informations, François Germain. Bonjour à tous. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Météo France a levé l'alerte sur la Saône-et-Loire, dernier département encore concerné ce matin. Les chutes de neige ont été fortes sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône. Un automobiliste est mort hier soir en Isère. L'aéroport de Lyon tourne encore au ralenti avec plusieurs retards dus à la nécessité de déneiger les pistes et de dégivrer les avions. Du côté des trains, le trafic est toujours interrompu au départ de Grenoble sur 3 axes. 330 000 foyers sont encore privés d'électricité. Le nombre de morts sur les routes en baisse le mois dernier en France, moins 8% par rapport à la même période l'an passé. Il s'agit du mois d'octobre le moins meurtrier dans l'histoire des statistiques routières. Cette baisse, qui confirme celle de septembre, permet de compenser un premier trimestre particulièrement meurtrier. Le journaliste Gaspard Glantz, condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 300 €, condamné pour avoir fait un doigt d'honneur à des policiers lors d'une manifestation des Gilets jaunes au mois d'avril. Lors du procès, il avait reconnu un geste inapproprié après avoir été poussé. Des Gilets jaunes bloqués ce matin, l'accès d'une usine chimique en Loire-Atlantique près de Saint-Nazaire. Ils étaient une centaine. Le mot d'ordre des manifestants, l'urgence écologique. Le site est classé Céveso, seuil haut. La police est intervenue pour l'évacuation. Une action de protestation alors que le mouvement des Gilets jaunes fêtera ses 1 an ce week-end. L'huile de palme ne sera pas bannie de la liste des biocarburants bénéficiant d'avantages fiscaux. Les députés ont décidé de reporter cette exclusion en 2026 alors qu'elle était à l'origine prévue en janvier prochain. Les écologistes sont furieux. En revanche, Total est soulagé. Le bannissement de l'huile de palme aurait menacé l'activité de son site de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Et puis le foot avec le 7e tour de la Coupe de France. Entrée en lice des clubs de Ligue 2 ce soir. 3 se déplacent à Bourg-en-Bresse et le Havre reçoit Dunkerque. Coup d'envoi à 20h. Jusqu'à dimanche, 170 clubs seront en lice. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente fin de matinée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble jusqu'à midi. Les débatteurs ont déjà commencé à parler, à débattre et à commenter l'actualité. Aujourd'hui, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour. Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Bonjour. Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch. Bonjour. Bonjour. Le nouveau média Franc-Tireur, j'aime bien votre slogan. Et Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. C'est AB Consulting, votre entreprise. Oui, on va parler d'Emmanuel Macron. Va-t-il réussir à désamorcer la colère avant les manifs de début décembre? Et puis, les Gilets jaunes, que reste-t-il des Gilets jaunes 1 an après? Demain, des manifestations sont prévues un petit peu partout en France. Est-ce que le mouvement peut reprendre? Que reste-t-il de ce mouvement? On attend bien évidemment vos témoignages au 0826 300 300. Et puis, on va parler d'Alain Finkielkraut également. Ce matin, ça a été évoqué dans la matinale avec une polémique autour de propos au second degré qui ont été retweetés un petit peu partout sur les réseaux sociaux. On va y revenir dans un instant. Et on va commencer commençons avec Alexis. Coup de gueule, coup de cœur. Oui, j'ai transformé mon coup de cœur que je voulais faire sur Karim Benzema, mais j'y reviendrai parce qu'il va continuer à marquer des buts pour le Real Madrid, donc c'est pas un problème. En coup de gueule contre Ségolène Royal, parce que là, je trouve que ça commence à faire beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des journalistes qui avaient décortiqué son emploi du temps en tant qu'ambassadrice des pôles et qui s'étaient aperçus qu'en fait elle avait quasiment aucune activité réelle et que quand elle loupait des réunions, elle disait qu'elle n'y allait pas parce que c'était pas intéressant. Elle s'était déjà fait épingler parce qu'elle avait été prise en train de participer à l'inauguration d'un énorme paquebot, tout frais payé, dans je ne sais plus quel pays. Ouais. Et donc les journalistes, elle a dit aux journalistes Mordicus, non, c'est pas vrai, j'y étais pas. Bon, il y avait quand même une photo. Et puis en fait, avec les déclarations sur le brisol, le cancer du sein, enfin, on a l'impression que là, elle est un petit peu en roue libre. Madame Ségolène Royal, qu'elle veut absolument faire parler d'elle, mais pas forcément pour des bonnes raisons. C'est pas forcément dans le cadre des missions qui lui sont imparties et dont on se demande en fait si elle les remplit ou c'est pas juste elle était très en difficulté devant Quotidien. Un placard de la République, comme il y en a beaucoup. On sait que nos anciens présidents sont aussi dans des placards dorés. On sait qu'il y a beaucoup d'anciens politiques, hauts fonctionnaires qui sont recasés ici ou là. On se rappelle aussi du salaire de Madame Joanneau à la commission nationale du débat public. Enfin, on pourrait citer tous les francs. Et là, franchement, je trouve que si encore elle se la faisait un peu discrète, puisqu'au moins les autres,
quand il profite d'un fromage de la République, il la joue, il rase les murs. Marel, on a l'impression qu'elle veut absolument faire parler d'elle. Et dès qu'on commence à creuser un peu la réalité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, c'est un petit peu affligeant en fait. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur elle, sur les apparences, sur des choses, sur des exigences qu'elle a pu avoir ici ou là. Ça va. Oui, je suis assez d'accord avec Alexis Bachelet. Effectivement, on est et moi, Virginie, dans l'indigence permanente. Vous qui êtes journaliste politique et qui a son bilan politique, le fait qu'elle ait laissé la région dans un état d'endettement fantastique, qu'elle ne reconnaisse jamais qu'elle puisse avoir mal fait, et voilà. Oui, c'est pas nouveau chez Ségolène Royal. Ségolène Royal est dans une fuite en avant depuis 40 ans. Elle a fait une carrière que probablement elle n'aurait jamais dû faire, mais elle l'a fait grâce à son... Elle a fait une carrière, mais... Non, mais elle l'a fait aussi grâce à son incroyable obstination, qu'il faut lui reconnaître, à son incroyable façon de se glisser dans tous les interstices politiques. Là, depuis quelque temps, on sent bien qu'à chaque fois qu'on a parlé d'un remaniement, elle était de nouveau sur le devant de la scène, semblant dire, mais attendez, j'existe, prenez-moi, je suis encore peut-être utile. Ça n'a pas marché et je regrette qu'elle termine, parce que dans le fond, elle la termine quand même, qu'elle termine sa carrière de cette façon-là. Perrine, votre coup de cœur? Alors j'en ai deux, entre guillemets. Allez-y. Le premier, ça va faire écho à la manifestation d'hier, celle des urgentistes de ces hôpitaux publics qui sont... c'est plutôt un coup de gueule et un coup de cœur en même temps, parce que je trouve ça important d'entendre la voix de ces urgentistes, d'entendre la voix de ces personnels soignants qui sont dans les rues et qui ont mis en grève plusieurs hôpitaux parce que leurs conditions de travail sont complètement déplorables. Visiblement, ils ont été entendus. En tout cas, on leur a dit qu'ils avaient été entendus. On Mais comme ça fait depuis 2016 qu'on dit qu'on entend la colère des policiers, des gendarmes, des militaires, et que rien ne bouge. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de solidarité, une espèce de compassion que je peux avoir forcément, et une empathie totale, parce qu'on partage entre guillemets le même combat, même si nous, ça rentre pas dans les clous des statuts de notre association, mais le cœur y est, et effectivement, c'est un véritable soutien, donc un coup de cœur pour eux. Et puis un deuxième coup de cœur et coup de gueule à la fois, c'est un hommage à Maggie Biskupski, donc cette policière qui s'est suicidée il y a un an. Il y a un an, et où malheureusement rien n'a bougé depuis. Il y a eu 3 commissions d'enquête sur l'état de nos forces de sécurité intérieures. Il y a plus de 55 suicides dans la police nationale, plus de 12 chez les gendarmes. Au bout d'un moment, ce serait bien d'entendre le malheur, la douleur, la souffrance, puis la colère qui s'en découle derrière. Oui. Parallèle, effectivement, avec tous les services publics qui sont dans la grande difficulté. Ça va, Virginie, votre coup de gueule, va peut-être donner des pistes pour résoudre tous les problèmes. Mon coup de gueule. Oui. Sur Muriel Pénicaud. Ah non. C'est pas ça. C'est vous, Nicolas. J'étais surprise parce que non. Coup de gueule, il a rien à voir. Oui, pardon, je me suis trompée. C'est le coup de gueule de Nicolas. Alors, moi, coup de gueule, coup de cœur, je sais pas, c'est une stupéfaction médiatique. Ce matin, j'arrive dépotrominer à la rédaction de Putsch et je surfe sur Twitter et je vois ce tweet de Europe 1 où Muriel Pénicaud appelle les employeurs à ouvrir leur chakra. Voilà. C'est pour ça que je faisais... Muriel Pénicaud nous fait le management au yoga, c'est formidable. Donc, il ne reste plus qu'à la France périphérique qui souffre de plus en plus, qu'à se mettre effectivement au feng shui social pour trouver du boulot, peut-être traverser la rue. Donc là, Muriel Pénicaud, je sais pas comment lui dire les choses. Parce que elle propose que le yoga soit remboursé par la Sécu. Oui, mais peut-être effectivement, mais ça va être dans le acte 2 de quinquennat de Emmanuel Macron. Donc merci à elle pour cette bonne solution sociale. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu ironique par rapport à la gravité de ce qu'évoquait. Je te conseille d'ouvrir ses chakras le 5 décembre, parce que là, elle va comprendre que c'est pas si facile. Commencer demain et puis le 5, ce sera pas mal, effectivement. Oui, mais effectivement, il faut la phrase exacte qu'il faut que les employeurs ouvrent leur chakra, qu'ils embauchent les seniors, les personnes en situation de handicap, les jeunes des quartiers. Il y a beaucoup de conformisme dans la manière de recruter. Moi, je lui propose aussi d'allumer un bâton d'encens et de méditer. Possible aussi, oui. Ou la danse de la pluie, Valérie. Il y a beaucoup de conformisme dans sa manière de communiquer, qui est un enfilage de poncifs déjà entendu 1000 fois. Oui, parce que la situation, quand on parle de discrimination à l'embauche, je rappelle, et c'était Jean-François Amadieu ici qui était venu nous le dire, que ce sont les seniors et les handicapés qui sont les plus discriminés en matière d'embauche. Et les jeunes. Les plus de 50 ans. Les jeunes, par ordre de discrimination, ce sont les seniors et les handicapés. Et la loi sur le handicap n'a pas changé grand-chose. Souvent, les entreprises préfèrent payer plutôt que d'embaucher des handicapés. Et je veux rappeler qu'à la ministre du Travail, quand même, à nos auditeurs, c'est quand même confondant de bêtises. Virginie, c'est un coup de gueule.
Oui, je dois dire que j'ai été consternée, pour ne pas dire plus, d'entendre Nadine Trintignant prendre la défense comme elle l'a fait de Roman Polanski avec des arguments qui m'ont laissé pantoise. Elle a invoqué le fait que Roman Polanski soit un petit Polonais sorti du ghetto pour dire qu'il fallait lui fiche la paix. Elle a mis en doute le fait que la plaignante, la nouvelle plaignante, la photographe Valentine Monnier, disent les choses. Elle a dit, mais comment se fait-il qu'elle a passé 44 ans à réfléchir ? Sous-entendu, elle refait l'histoire. Mais elle a l'air d'ignorer, Madame Trintignant, et pourtant son histoire familiale et personnelle aurait dû l'inciter à beaucoup plus de prudence. Elle a l'air d'ignorer que, justement, parler, c'est ce qui est le plus dur pour les femmes. Et je rajouterais que même quand elles parlent aujourd'hui, elles disent qu'elles ne sont pas entendues, pas écoutées. Quand elles vont porter plainte, la plainte n'est pas instruite. Elles le disent toutes. Donc, j'ai trouvé ces propos, franchement, venant d'une femme qui a participé à la lutte pour rendre l'avortement, pour légaliser l'avortement. J'ai trouvé ces propos, franchement, moi, ça m'a scandalisée, révoltée. Je ne sais pas si elle est amie avec Roman Polanski. Elle a reconnu, elle a reconnu au cours de cet entretien qu'elle lui avait parlé au téléphone récemment. Elle a dit, mais nous n'avons pas du tout parlé de ça. Alors, j'ai envie de lui dire, mais si on est vraiment ami avec quelqu'un, on peut parler des choses qui sont vraiment les choses qui comptent du moment. Et l'accusation dont est victime Roman Polanski, elle ne sera pas instruite en justice parce qu'il y a prescription, mais elle aurait mieux fait d'être prudente avant de prendre fait et cause pour quelqu'un dont elle n'a cessé de dire d'ailleurs par ailleurs que c'était un très grand réalisateur. Oui, il a fait des grands films, mais quel rapport avec ce dont il est question ? Je rappelle que Roman Polanski a été condamné aux États-Unis, qu'il a eu d'autres plaintes depuis d'autres femmes. Je ne sais rien, moi, de la réalité des autres plaintes, mais la condamnation, elle est réelle. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant venant de sa part, d'une certaine manière, de vouloir dissocier l'artiste de l'homme, puisque elle est confrontée elle-même dans sa vie à cette question avec Bertrand Cantat. Et elle a même utilisé cet argument absolument sidérant. Elle a dit c'est probablement la jalousie qui fait parler les femmes. Et ça aurait été des gens anonymes, il ne se serait rien passé. Ouais. Alors là, c'est sûr que l'anonyme, c'est plus compliqué à médiatiser, mais c'est plutôt... non, vous avez été choquée aussi, moi, j'ai été complètement choquée là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on entend parler donc, de cette liberté de parole des femmes par rapport aux agressions sexuelles, par rapport au harcèlement de rue, par rapport aux coups qui leur sont portés. On est à plus de 130 féminicides en France. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pose vraiment question. Et qu'aujourd'hui, sur des débats publics, dans des plateaux de télévision ou dans la presse, on entend des personnes qui banalisent un petit peu cette situation, qui banalise la voix de ces femmes qui vont déposer plainte ou qui s'expriment sur un choc traumatique, parce qu'il faut parler des choses concrètement. C'est traumatisant de se faire violer. Oui, c'est traumatisant d'avoir des agressions sexuelles. Oui, c'est traumatisant de prendre des coups dans la figure. Donc effectivement, très profondément choquée. Et puis en fait, effectivement, cette dissociation entre l'artiste et la personne coupable, puisque reconnue coupable effectivement par la justice. Au moins une fois par la justice américaine. Voilà. Tout à fait. Au moins une fois là-dessus. Et puis en plus de ça, qui n'a pas purgé de mémoire. Donc il y a un point qui me choque profondément. Évidemment par rapport à Bertrand Cantat, puisque là, on a fait un tribunal médiatique et politique pour savoir s'il fallait qu'il puisse tenir des scènes. Donc là, effectivement, je me pose question sur Madame Trintignant. Alors, Patrick nous dit à propos de Polanski, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'une plainte arrive juste à la sortie du film J'accuse, qui soulève quand même un scandale d'État dans lequel beaucoup de politiques pourraient se reconnaître. Est-ce que ce n'est pas le but de saper la sortie du film et de le passer sous silence ? Je rappelle que la sortie du film se passe très bien et qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film. Mais lui, ça ne nuit en rien, à la sortie du film. Non, mais lui évoque le fait qu'on ait pu vouloir... mais de mémoire, Madame Monnier avait mentionné qu'elle voulait justement sortir cette affaire-là parce que ça lui permettait de prendre la parole sur ce sujet-là et de le dénoncer. Et souvent, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles racontent qu'il y a un déclic qui se produit et que là, il est à l'affiche avec un film qui s'appelle J'accuse. Et qu'elle a choisi ce moment-là. Je ne pense pas, Patrick, pour vous répondre, qu'il y ait un complot derrière ça et d'empêcher la sortie du film ou de... Je crois que ça fait l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse. Le film marche très bien. Non, oui, très bien. Surtout que ce débat-là, il a eu lieu à chaque fois que des personnalités très médiatisées ont été accusées ou même parfois traînées devant la justice. Moi, je me rappelle de l'affaire Strauss-Kahn. Il y avait ses amis qui défilaient dans les studios des chaînes
disant comment c'est scandaleux. Je me rappelle même que Jean-François Kahn avait dit c'est une histoire de troussage de domestiques. Oui, exactement. Bon, dans le genre banalisation des agressions sexuelles, je crois qu'on avait atteint le sommet. D'ailleurs, lui-même a décidé de prendre sa retraite médiatique. Pas tout à fait. Je l'entends encore un peu là. Mais ce que je veux dire, et dans l'affaire Weinstein, il y a eu aussi longtemps, Harvey Weinstein a utilisé son énorme influence à Hollywood pour faire taire ou marginaliser les personnes qui essayaient d'apporter des témoignages et de montrer que cet individu avait un comportement totalement déplacé, voire criminel. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire qui se répète. Mais c'est un sujet très compliqué. Et j'ajouterais une dernière chose. Il a été très intéressant d'entendre le témoignage d'Adèle Haenel qui dure, pardonnez-moi, qui dure, je crois, 1h10, que j'ai écouté intégralement, et qui a utilisé cet argument qui est extrêmement juste. Elle a dit: aujourd'hui, je suis dans une position où je peux parler. Quand les faits se sont passés, j'étais une très jeune fille et j'étais une actrice débutante et je n'étais pas en position de parler. Face aux puissants, aujourd'hui, je peux parler parce que moi-même, je suis devenue puissante, parce que je suis une actrice qui a une vraie carrière. Et je crois que Valentine Monnier, elle, qui est une femme moins connue, que moi personnellement je ne connaissais pas, effectivement, elle s'attaque à quelque chose de très puissant, parce que Roman Polanski, il a été soutenu depuis des années par toute l'industrie du cinéma. Je mets de côté les films qu'il a fait, dont certains sont magnifiques, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport de puissance avec celui dont on parle et les faits qui sont dénoncés. Quand soi-même on est fragile, anonyme et faible, on a beaucoup de mal à s'attaquer à des gens qui sont très défendus. Fred nous dit: quand les fausses accusations établies seront punies des mêmes peines, on parlera d'égalité. Personne ne parle des calomnies abusives pour essayer d'en tirer un profit. C'est vrai que ça existe aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai. Ça, c'est juste, oui. Et c'est vrai que c'est juste aussi. C'est un sujet très compliqué. Encore une fois, je cite Michael Youn à la sortie du film qui a dit: qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est très compliqué. Si on prend parti pour Polanski, on est un salaud. Si on soutient la fille, c'est très compliqué. En tout cas, Nadine Trintignant aurait effectivement mieux fait de se taire sur ce coup-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très dangereux à instruire le tribunal médiatique ou le tribunal des amis. On va y revenir. On va en reparler du tribunal médiatique à propos d'Alain Finkielkraut dans un instant. À toutes conditions sur auchan-agi.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on revient sur la polémique autour des propos d'Alain Finkielkraut. Alors, est-ce utile de revenir sur cette polémique? On ne fait peut-être que rajouter. Je me suis posé la question ce matin. Valérie. En même temps, moi j'ai été... ça m'a un petit peu énervé. Je vous propose de réécouter les propos d'Alain Finkielkraut. Ce genre de propos, il banalise de fait les violences. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. Mais non, mais je suis désolée. C'est l'actualité. Il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays, voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. Mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré, c'est pas drôle. Vous êtes absurde. Voilà, donc sur les réseaux sociaux n'est ressorti que la phrase écrite sur Twitter: violez vos femmes, moi je viole la mienne. C'est du second degré. Certains ne comprennent pas qu'on puisse y voir du second degré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300. Alors on a en ligne avec nous Eric qui voulait réagir tout de suite. Bonjour Eric. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour. Oui. Écoutez, moi ces propos m'ont extrêmement choqué. Même si c'est du second degré, je peux le comprendre. Mais comment dire, même si ce monsieur a le droit à faire des plaisanteries, à ce moment-là, il est loin d'être un humoriste. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ce genre de propos, beaucoup de victimes, et je trouve ça terriblement scandaleux. Et ça veut dire qu'on ne peut plus prononcer le mot viol aujourd'hui? Non mais je vous tague. On ne peut pas en faire un sujet de plaisanterie, en tout cas, peut-être. C'est pas un sujet de plaisanterie, c'est ça. C'est une plaisanterie un petit peu douteuse. Ouais. Vous avez par exemple certains humoristes comme Jean-Marie Bigard que je n'apprécie pas à titre personnel. Ouais. Mais il a déjà été, il a fait partie, comment dire, il a eu des retours sur ce genre de blagues où il lui a coûté vraiment pas mal. Il y a même beaucoup d'humoristes avec certaines blagues, pas que sur le viol, qui eux ont des problèmes. Donc arrivé un moment, ce monsieur a utilisé ces mots.
Donc il faut qu'il assume. Il y a certaines blagues, enfin comment dire, il y a d'autres blagues qui sont aussi inacceptables. Ouais. Mais c'est pas une blague, c'est dans un débat, d'idées, c'est un échange, et il répond par l'ironie. Enfin, c'est pas exactement. Alors Alexis Bachet, je le défends pas spécifiquement. Non, mais alors il se trouve que j'ai vu la séquence en intégralité, parce que j'étais devant ma télé, et quand je suis tombé sur le plateau et que j'ai vu qui y avait sur le plateau, je me suis dit il va se passer des choses, parce qu'ils ont mis deux prototypes, les prototypes du politiquement correct et le prototype du réactionnaire qui est prêt à en rajouter pour passer pour un vieux réactionnaire et qui aime ça et qui, titillé par l'ultra politiquement correct, en l'occurrence c'était Caroline de Haas, vous mettez deux... Puis Finky est volcanique aussi. Voilà. Volcanique, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu toute la soirée, ils se sont cherchés, et en fait à la fin, Finkielkraut craque et fait une provocation grossière, qui évidemment peut être prise au premier degré, ce qui est quand même relativement problématique, parce que c'est pas un humoriste, parce que c'est pas non plus son style. Bon, mais en réalité, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en plus, effectivement, tout le monde sait qu'il est déjà entré 10 fois dans des colères noires sur des plateaux, donc il pète les plombs. Et en fait, voilà, je pense que si le but de l'émission c'était de créer un clash et un échange violent, qui ensuite c'est réussi, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas après découper. Moi, ce qui me gêne après, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'était plus ça qui était. Tout le monde commente sur les réseaux sociaux et maintenant aujourd'hui dans l'émission. 3 minutes. Qui a vu l'émission en entier? Et qui a vu les séquences en entière? Moi, c'est mon cas. Donc, je ne vais pas trouver des excuses à Finkielkraut, parce qu'en plus, faut dire ce qui est, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais dès qu'on va sortir la séquence du contexte, elle va choquer. Quand on a vu la séquence en entier, on voit ce qui s'est passé et comment la mayonnaise est montée. Mais c'est ça, c'est peut-être plus ça, effectivement, l'angle de notre débat. C'est tragique. On y revient dans un instant. À tout de suite. .fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on revient sur la polémique déclenchée par des propos d'Alain Finkielkraut qui ont été retweetés. Alexis Bachet disait fort justement qu'il fallait peut-être voir l'émission dans son entier. C'est également ce que dit notre auditeur Vincent. Il dit que, bon, déjà on a un problème de régression au niveau de la langue, que personne ne comprend l'ironie et le second degré. Et selon lui, le dialogue, il dit que Finkielkraut comprend que le dialogue ne sera pas possible et il manie l'ironie et le second degré pour clore cette discussion impossible avec Madame de Haas. Et là, il vous rejoint. Alors, je sais pas qui moi, je suis d'accord avec Alexis Bachet, effectivement. Il faut voir, dans un premier temps, l'émission en entier. C'était la pression est montée au fur et à mesure. On avait deux camps bien déterminés. On avait aussi Philippe Val qui s'est mis à un moment donné du côté de Finkielkraut. Effectivement, je suis d'accord avec Alexis là-dessus. Là, c'est une énorme maladresse. Ça peut choquer. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un plan d'ensemble. Et je suis pas persuadé que ce tribunal, alors médiatique peut-être, mais surtout de réseaux sociaux. C'est vraiment un tribunal de réseaux sociaux. Ça tourne en permanence. Et là, je rejoindrai un peu Finky avec cette histoire de défaite de la pensée. Mais je crois qu'il faut revoir cette séquence en entier et voir comment les camps se sont positionnés avec une hystérie absolument incroyable. Mais ça pose la question, encore une fois, ce qu'on disait juste avant la coupure, des réseaux sociaux et de cette reprise. Perrine Salé, cette hystérisation permanente. Pour moi, il y a 3 points qui sont effectivement à détacher. Et effectivement, ce point de se dire, on regarde la séquence complète, on regarde ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment passé. Et puis, par contre, moi, c'est pas tant cette ironisation, ce côté super cynique de Finkielkraut auquel il nous habitue énormément, mais moi, ça reste toujours cette phrase qui arrive juste après en disant c'était une jeune fille de 13 ans et 9 mois. Et 9 mois, on l'excuse d'avoir eu une relation avec Polanski parce que elle avait un petit ami, donc elle n'était pas un pubère. Donc là-dessus, ça me choque profondément. C'est excuser une relation avec une jeune fille de 13 ans et 9 mois, alors que c'est un adulte, alors que c'est un réalisateur puissant. Et de dire qu'ensuite de ça, elle lui a pardonné, ils se sont réconciliés et c'est une relation et pas un viol. Là-dessus, moi, ça me hérisse un petit peu le poil. Et c'est là-dessus où ça aurait dû faire polémique. C'est là-dessus où ça aurait dû causer problème. Et c'est là-dessus aussi où ça s'est passé sous silence, alors que récemment, il nous avait parlé de Greta Thunberg en nous disant qu'à 16 ans, on était un enfant et qu'on ne savait pas ce qu'on disait. Alors que là, on a 13 ans et 9 mois, on n'est pas un pubère et on a petit ami. C'est normal d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est marrant. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. Là-dessus, ça me choque profondément. Et puis, par contre, il y a un 3e point, effectivement, qui, moi, me surprend. C'est de parler de cette affaire
de viol. Alors qu'on est sur la liberté d'expression. Et David Pujadas le dit très bien dans cette séquence. Il dit ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On parlait effectivement des humoristes, on parlait des sketchs de texte, de Bigard, vraiment du sujet de la liberté d'expression, de Desproges, effectivement. Et c'est devenu un tribunal populaire sur les propos de Finkielkraut qui est habitué au scandale, je le répète. Et en plus de ça, on oublie complètement le sujet principal et on oublie effectivement aussi le propos le plus choquant. Oui, puis il a eu du mal à tenir l'émission. À un moment donné, il a été obligé de rappeler à l'ordre plusieurs fois les intervenants, mais avec le plateau qui avait constitué, forcément, ça devait partir, comme on dit vulgairement, en vrille. Virginie, oui, la façon dont le plateau était constitué était quand même fait malgré tout pour provoquer les clashs. Mais j'ajouterais une chose. Alain Finkielkraut a peut-être essayé de manier l'ironie, mais il faut quand même savoir d'où on parle, qui il est. C'est un intellectuel, un philosophe. Il n'est pas habitué à ce registre de l'ironie, et quand il l'utilise sur un sujet aussi sensible, je crois qu'il se trompe. Et je crois savoir qu'Alain Finkielkraut avait hésité à venir à cette émission parce qu'il sait lui-même qu'il est très émotif, qu'il se met en colère, qu'il est extrêmement touché par certains propos qui sont tenus devant lui, et il sait qu'il peut, disons, déraper. Et il l'a plusieurs fois fait. Et je regrette les propos qu'il a tenus, mais j'ajouterais qu'il a dit lors de ses propos, parce que comme vous, j'ai essayé d'écouter l'ensemble de ce qui a été dit, il a dit une chose qui me paraît très juste. Il a dit, au nom de la lutte contre les viols, on veut en finir avec le tribunal judiciaire contradictoire. C'est très exact. On préfère régler les positions très antagonistes publiquement, sur un plateau, sans savoir, sans même que les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Donc il y a le camp pour, il y a le camp contre, les arguments les plus fous sont utilisés. Et effectivement, et là je dois dire aussi que Adèle Haenel a participé peut-être involontairement à ça en disant c'est pas la peine d'aller en justice parce que la justice écoute si peu les femmes. C'est vrai, mais malgré tout ça ne peut se trancher qu'en justice. On ne peut pas s'exonérer la justice. C'est clair. Voilà, toutes les femmes. Et alors vraiment, sauf comment on fait avec la prescription. Et aujourd'hui c'est le tribunal populaire sur les réseaux sociaux. Doivent aller en justice et doivent penser que même si le chemin est long, même s'il est semé d'embûches, même s'il faut effectivement se battre pour arriver jusqu'au bout, c'est la seule façon d'arriver au bout du processus. Le processus n'est pas de s'empoigner sur un débat. Le processus n'est pas de parler publiquement pour après voir sa parole coupée et déformée. Monsieur Finkielkraut a eu absolument tort de dire la phrase qui est « je viole ma femme tous les soirs et elle en a marre ». En fait, s'il voulait être drôle, c'est pas drôle, mais il n'est pas drôle en fait. Et je ne crois pas qu'il soit fait pour être drôle. Ça a été un très grand intellectuel et un grand philosophe, et il a été très courageux. Moi, je me souviens de cette séquence lors des Gilets jaunes, quand il était dans la rue. La manif. Oui. Et il n'a pas porté plainte, mais il est allé au procès, il a écouté. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas que ce qu'on veut bien dire de lui. Mais il y a peut-être un moment où il faut... s'il sait qu'il va être victime de son tempérament, d'être dans le cercle médiatique. Oui, il faut peut-être dire, là, j'y vais pas. Peut-être. Patricia est en ligne avec nous. Bonjour Patricia, vous vouliez réagir ? Ah, Patricia a raccroché. Bon, écoutez, c'était un peu long. On a un petit peu effectivement débordé. On va parler des Gilets jaunes. Un an après, que reste-t-il des Gilets jaunes ? Acte 53, la mobilisation évidemment un petit peu faiblie depuis le début de l'été, mais le mouvement des Gilets jaunes n'a pas complètement disparu. Les majorités de Français a de la sympathie pour le mouvement. Est-ce qu'on peut imaginer un regain pour cet anniversaire demain, une regain de mobilisation ? Il y a eu 17 milliards de mesures. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ça a changé dans votre vie ? 0826 300 300. Perrine, alors vous êtes du côté des forces de l'ordre, donc une position pas facile, en particulier sur Sud Radio. Voilà. Super scoop, évidemment. Après, oui, du côté des forces de l'ordre, mais ça, tout le monde le sait. Et effectivement, j'ai pas besoin d'en rajouter et de rappeler à quel point ces manifestations sont terriblement douloureuse, émotionnellement parlant, parce que effectivement on est derrière l'écran de télévision et on attend de savoir ce qui se passe. Demain, mon compagnon est engagé effectivement sur cette manifestation, donc je sais très bien que ça va être un samedi encore un peu houleux au niveau de mes nerfs, mais ce sera un samedi qui va encore se dérouler. 53 actes. Faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu d'arrêt complet.
Hein, ils ont toujours été présents un peu partout. Faut bien le comprendre. Mais par contre, ce côté sympathie du mouvement des Gilets jaunes, je le comprends très bien et je suis complètement d'accord. Il faut se rappeler du tout début du mouvement, les associations et notamment l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, on appelait à manifester avec les Gilets jaunes parce qu'on est citoyenne avant tout, on est citoyen avant tout et on fait face effectivement à la même pénurie. On rappelle le malaise des forces de l'ordre, on rappelle le malaise des hôpitaux actuellement. On sait très bien que ce ne sont pas des métiers bien payés. On sait très bien que ce sont des conditions de travail compliquées, etc., etc. Donc c'est logique qu'on ait une accointance avec les Gilets jaunes. Le point, moi, que j'ai en tête, c'est de me dire, OK, 55% des Français, sondage Elab, c'est positif, ont une appréciation positive des Gilets jaunes. Par contre, 63% rappellent qu'ils ne veulent pas avoir de reprise de ces manifestations et surtout qu'elles ne prennent pas d'ampleur. Et c'est ça le point qu'il faudrait relever, c'est oui pour la liberté d'expression, oui pour la liberté de manifester, oui pour contester certaines réformes. Par contre, on arrête avec cette violence, on arrête avec cette mise à mal du pouvoir politique en frappant les uns sur les autres, ou en caillassant, etc. Alexis Bachet, j'imagine, la réponse c'est aussi que ce qui a été obtenu l'a été par la mobilisation et par la force en quelque sorte, même si c'est pas... Alexis en fait, on arrive à la date anniversaire puisque ça fait à peu près un an 17 novembre, on est le 15, jour pour jour, que le mouvement des Gilets jaunes a démarré et qui aurait cru lors des premières mobilisations, qu'un an après, on en parlera encore. Personne. Parce qu'il y a eu l'histoire de mouvements sociaux. Moi, je veux bien qu'on prenne les déclarations de tout le monde il y a un an. Alexis, je me permets 3 secondes. Nous, quand on va sur les ronds-points le 21 novembre, je peux vous assurer qu'on l'a dit, ça va durer. Quand on va à Évreux sur les premiers ronds-points le 21 novembre, je parle du 21 novembre. Oui, on est je bien peux vous d'accord. assurer que quand on a reçu, on a vu, on a échangé, d'ailleurs on n'a jamais été mal reçus nous sur les ronds-points chez Putsch, et c'était très bien, mais on a pu échanger avec ce genre-là, et je peux vous assurer que toutes les catégories sociales, du moins CSP, pas CSP+, mais CSP, classe populaire, classe moyenne, étaient représentées, et on avait des gens qui votaient à l'extrême droite, qui votaient à l'extrême gauche, même qui votaient pour l'UDI ou le centre ou la droite. Et déjà, on a senti qu'il y avait un socle très très fort, en marbre, d'une contestation qui allait durer. Voilà, ça me permet, je vous découpe la parole. Oui, et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un an, on pourrait faire un bilan. Parce que finalement, une année, c'est assez long. On a du recul un petit peu. Il y a eu des travaux, des enquêtes d'opinion qui permettent de mieux comprendre un petit peu la profondeur et l'ampleur du mouvement. Parce que c'est un mouvement qui est à la fois profond. Il a touché des strates sociales importantes et forcément éloignées des centres de pouvoir et de décision. Et d'ampleur, puisque à un moment donné, au moment du sommet du mouvement, il y avait des gilets jaunes sur quasiment tous les ronds-points de France et de Navarre. Alors bon, pas ici en région parisienne, pas dans les grandes périphériques, mais pas au cœur de l'agglomération, mais à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, Seine-et-Marne, oui. Tout ça pour dire que effectivement, il va forcément y avoir un avant et un après gilets jaunes. Il y en a eu un avant et un après pour le quinquennat d'Emmanuel Macron quand même, parce que Emmanuel Macron a dû se faire un peu violence et passer quand même proche d'une crise politique majeure, d'un pouvoir totalement empêché, alors qu'il n'avait même pas atteint la 2e année de son quinquennat. Donc là, lui, politiquement, le bilan qu'il peut en faire, c'est qu'il a réussi quand même à reprendre, pas facilement, mais le cours de son quinquennat. Moi, je crois pas. En revanche, les problèmes soulevés par les Gilets jaunes n'ont pas obtenu de réponse, en réalité. Pas de réponse, je veux dire, en profondeur. Il y avait 2 problèmes majeurs qui étaient soulevés par les Gilets jaunes. C'était la question de la souveraineté politique. Alors, on se rappelle du RIC. De la démocratie, Et donc, mais la souveraineté politique au sens de comment elle s'incarne dans les institutions. Et donc là, c'est clair qu'il n'y a pas eu de réponse, très clairement. La proportionnelle a été évoquée, puis non. La mise en place d'une formule référendaire, puis non. Et puis, les questions, en fait, de pouvoir d'achat et d'égalité entre les territoires. Et là, c'est pareil. On a l'impression que malheureusement, du fait aussi de la base sociale d'Emmanuel Macron, qui n'est pas celle-là, le pouvoir continue à diriger dans une direction qui forcément n'est pas favorable à ceux qui se sont manifestés, ceux qui se sont levés, qui aujourd'hui sont un peu en retrait parce qu'un an c'est long et qu'ils ont autre chose à faire, mais sous la cendre couvrent toujours les braises. Parce que pas grand-chose, on le voit, nos auditeurs nous disent, pas grand-chose n'a changé. L'hostilité est toujours là, Virginie.
Moi, je pense que, justement, Emmanuel Macron ne peut pas reprendre le cours de son quinquennat et ne le reprend pas. On voit bien ce qui se passe depuis des semaines autour de la grande réforme qui devait être la réforme essentielle, pour ne pas dire la réforme mère de son mandat, la réforme des retraites. On voit bien que tout d'un coup, la machine s'est enrayée, que tout d'un coup, la machine peut-être va se stopper et que cette réforme est en train de s'enliser, de se retarder dans le calendrier. Et je crois qu'Emmanuel Macron a tellement intégré le mouvement des Gilets jaunes, il a tellement eu peur, il l'a d'ailleurs lui-même reconnu, quand il est allé au Puy-en-Velay, quand il est revenu de l'étranger le lendemain du jour où l'Arc de Triomphe a été attaqué. Il a eu peur presque physiquement de voir la violence qui était dirigée d'ailleurs contre lui personnellement. Il a tellement eu peur que ce qui se prépare là, la journée du 5 décembre et peut-être la grève à reconduction, le tétanise. Et moi je crois qu'au contraire, le quinquennat est à l'arrêt. Et je crois que c'est fini. Et si c'est ça, les Gilets jaunes, l'effet Gilets jaunes. Et alors j'ajouterai une dernière petite chose. Les Gilets jaunes, alors il y en a beaucoup de Gilets jaunes et il y en a qui avaient des revendications très différentes. Mais une partie des Gilets jaunes ont quand même obtenu satisfaction. Je rappellerai quand même par souci d'équité qu'il y a eu 17 milliards de mesures annoncées en deux fois. Un premier train de mesures de 10 milliards et un second de 7. Et une partie des Gilets jaunes, après ces 17 milliards, est rentrée chez eux. Mais il y a une gilet jaunisation, si je peux utiliser ce mot affreux, de la société. C'est-à-dire que maintenant, il est ancré dans les têtes qu'effectivement, il y a une partie de la France qui se parle entre elles, qui dirige entre elles, qui règle les choses entre elles, et une partie de la France qui décroche. Et cette partie qui décroche, elle n'est pas prête de se raccrocher avec ce qui est en train de se passer. Mais remobilisation, on va répondre à cette question dans un instant. L'état d'esprit est très problématique. Eh ben merci, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, 0826 300 300. On aura Kevin avec nous. Et puis, vous, Nicolas Vidal, nous donnerez votre point de vue. À tout de suite. Cadeau sur Amazon. Voir conditions sur Amazon.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on parle des 1 an des Gilets jaunes. Nous sommes le 15 novembre. Le 17 novembre avait lieu la première manifestation. 1 an après, que reste-t-il? On a Kevin qui nous appelle de Mantes. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Kevin. Vous irez manifester, vous, demain? Oui, exactement. Comme je le fais depuis un long moment. Depuis 53 samedi? J'ai pas fait tous les 53, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai vers une bonne trentaine de samedis. Et demain, vous serez où, à Paris? Exactement. D'accord. Et vous estimez que rien n'a changé? Bah non, rien n'a changé. Moi, ce que je vois, en fait, moi, je parle pour moi, ce que je vois, c'est que mon frigo, il est toujours vide et que je travaille. Je travaille pour ça, mais mon frigo est toujours vide. J'ai toujours des problèmes financiers. J'ai du mal à me payer de l'essence. Vous voyez, j'ai un problème de voiture. Je peux pas réparer ma voiture. Ouais. Moi, je vois que ça n'a pas changé là-dessus. On a demandé le RIC, on nous a pas répondu sur le RIC. On a demandé la suspension de l'ISF pour avoir plus de justice sociale et justice économique. On nous a jamais répondu. Enfin, la suppression de l'ISF, c'est pas ça qui aurait rempli votre frigo. Non, on est d'accord, mais c'est des gestes, c'est des symboles. Oui, mais dans ce que vous dites, dans votre argumentation, est-ce que vous ne devriez pas dire, on a demandé effectivement le RIC, demander ce qui avait été proposé, la suppression de la taxe sur les produits de première nécessité, enfin des choses concrètes. Oui, sur la TVA, regardez, la baisse de la TVA. Par rapport à les produits, excusez-moi, j'ai perdu de première nécessité. Voilà, c'est ça. On a l'impression, là, ça a augmenté. Les prix, on a l'impression qu'ils ont encore augmenté. Oui, c'est ce que vous êtes nombreux à nous dire. Moi, ce que je vois, c'est que mon caddie, il est de plus en plus cher et de moins en moins rempli. Et on est à un an de... Pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, moi, j'arrêterai pas. Je continuerai. Je suis quelqu'un qui sera déterminé là-dessus. Je veux plus de démocratie. C'est tout ce que je demande. C'est plus de démocratie, qu'on nous écoute. Parce qu'en fait, on essaie de nous faire croire qu'on nous écoute et on nous écoute pas réellement. Ouais. Après, j'ai d'autres sentiments. Moi, par rapport au samedi, j'y vais. Alors, je vous cache pas que j'ai perdu confiance aux forces de l'ordre. Alors, j'avais confiance en eux. J'ai perdu confiance aux forces de l'ordre. Donc, je sais pas dans quelles conditions j'irai. J'irai peut-être pas avec mon gilet jaune, mais j'irai. Parce que j'ai pas envie d'être une cible, mais je continue. Vous êtes arrivé des choses en manifestant? Non, mais j'ai vu des choses. Moi, j'ai vu des personnes âgées se faire matraquer. Ça m'a beaucoup choqué, en fait. Et la violence, elle n'était pas un peu des deux côtés aussi? Mais certes, mais je n'ai jamais dit le contraire. Il y a eu de la violence des deux côtés. Mais on a un président qui était là pour justement arrêter ce genre de violence. Ouais.
Il aurait pu faire des discours, et notamment M. Castaner, qui n'a jamais reconnu. Oui. Il est capable de reconnaître la violence des Gilets jaunes, mais il n'est pas capable de reconnaître la violence dans l'autre sens. Mais par contre, moi, c'est pas l'humain. Je n'en veux pas à l'humain qui est en face de moi. Non, mais en tout cas, ce que j'entends de votre message, c'est que vous dites que les Gilets jaunes n'ont pas été entendus suffisamment et ça n'a rien changé dans votre vie au quotidien. Et c'est ce qu'on a aussi en réaction sur le Facebook Sud Radio. Merci Kevin de nous avoir appelé, Nicolas Vidal. Merci je vais essayer de prendre un peu d'auteur par rapport à ça. Moi, je pense qu'on va véritablement vers un clash social. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron suit la mise en place d'une politique néolibérale pour la France. Il essaie de faire passer la France sous les fourches codines de l'Union européenne. Et bien entendu, les Gilets jaunes, moi, j'appelle pas ça les Gilets jaunes, j'appelle ça la France périphérique. La France oubliée, la France qui a été reléguée loin des grandes métropoles, la France qui vit dans les territoires, la France des ronds-points. On rappellera quand même les ronds-points ont été faits pour que les gens consomment de plus en plus. Et aujourd'hui, manque de peau pour les gens qui ont pensé à ça. Eh ben les gens se retrouvent là parce qu'ils sont contre cette idée-là. Ils ont perdu aujourd'hui, ils ont été paupérisés, ils sont totalement précarisés. Et en termes de démocratie, ça c'est un vrai problème. Parce que regardez les Gilets jaunes, combien de fois ils ont parlé, et à juste titre, du traité de 2005 de Lisbonne, par exemple, où le peuple français vote non, et on leur dit oui. Donc il y a une carence démocratique énorme, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne, dans sa politique néolibérale, ne veut pas la démocratie. Juncker l'avait dit dans le Figaro en 2015, il avait dit les traités européens n'ont pas valeur démocratique. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui une France qui est paupérisée, précarisée, qui n'a plus rien ou qui a de plus en plus de mal à manger, à se payer des choses, puisse continuer à accepter cette situation de fait. Donc ce sont finalement les Gilets jaunes, la France périphérique, moi je les comprends, c'est les cocus de la mondialisation, et Emmanuel Macron continuera dans cette idée-là. Il est dos au mur de la Commission européenne des 3% et de toute cette politique-là, et il ne peut pas reculer. Alors on peut en discuter que le quinquennat ou pas est fini, mais s'il ne va pas au bout des réformes, à un moment donné, l'oligarchie en place va lui taper sur les doigts. Je crois que c'est compliqué pour lui, et je crois qu'il va continuer à aller au bout. Virginie ? Moi, je crois qu'effectivement, il est pris il est dans une impasse, il est dans un corner, parce que soit il continue à réformer, et je rappelle qu'il a été élu par une partie des Français qui voulaient qu'il réforme, et c'était son axe majeur pour se faire élire, soit il abandonne la réforme et il cède aux revendications, ce qu'il est en train de faire. Je rappelle qu'il y a un plan pour la santé qui va être annoncé mercredi, qu'il a déjà annoncé qu'il y aurait des mesures fortes, que probablement il va ouvrir les cordons de la bourse. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, je dis que ce faisant, il va de plus en plus faire dériver la dépense publique et de plus en plus rendre son discours crédible. Parce que toute la rigueur de la campagne d'Emmanuel Macron, c'était je vais être un président de la République responsable, je vais réformer, mais je vais être dans une orthodoxie budgétaire parfaite. Et ça plaît beaucoup à une partie des Français. S'il lâche, et si à force de vouloir déminer ce qui s'annonce le 5 décembre, et s'il lâche en attendant toutes les revendications qui sont nombreuses et qui sont anciennes et qui toutes ne dépendent pas de lui, je pense qu'il est cuit des deux côtés. Et il est là vraiment, je pense, dans un corner et une impasse. Perrine, Salé ? Alors pour moi, déjà, je ne rentre pas dans le sujet trop politique, puisqu'évidemment, je respecte une certaine neutralité là-dessus. Cependant, moi, je constate quand même certaines choses qui sont assez intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la question de la paupérisation, oui, du fait que ce soit les Gilets jaunes et que on puisse mettre tout le monde... Moi, je parle de France périphérique, pas de Gilets jaunes. Que, justement, on mette toute la France périphérique dans les Gilets jaunes, je ne suis absolument pas d'accord. Par contre, ce que notre auditeur nous disait, et c'est très vrai, et on l'a tous constaté, qu'effectivement, on a du mal à finir nos fins de mois. Effectivement, l'essence a réaugmenté. Effectivement, on a de plus en plus de dépenses et que ça devient compliqué. Ça, c'est sûr et certain. La fin des services publics aussi, la fin majeur, centrale dans les campagnes. C'est pour la ça France est délaissée. Mais pas que dans les campagnes aussi. Ça, c'est complètement présent. Par contre, ce qu'a fait ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que effectivement, une personne sur deux, son départ élable, s'intéressait désormais et participait au débat politique. Le point qui m'intéresse là-dedans, c'est que on a eu un changement de position de la part d'Emmanuel Macron. Avec ces manifestations Gilets jaunes, c'était plus justement cette presque monarchie à décider des revendications très droites et très orthodoxes, mais à se mettre au grand débat, à aller négocier avec certaines personnes pour pouvoir négocier les réformes en cours. Typiquement, là, on va penser au 5 décembre avec cette grève majeure qui devrait s'annoncer. Donc effectivement, là-dessus, moi, je pense qu'on fait un mauvais procès et que, je reviens sur les questions de violence, entre les violences policières, violences gilets jaunes, etc. Bon, je ne vais pas refaire le débat, mais je considère qu'on a quand même un gouvernement qui s'est énormément exprimé là-dessus et qu'on n'avait jamais entendu parler
autant de ce débat politique et juridique. Alors, Alexis, je peux dire juste un truc, ce qui a été explosif pour moi aussi, c'est le mépris de classe qui a été diffusé pendant des mois et des mois et des mois. On l'a vu avec Emmanuel Macron, mais il y a eu une sécession d'une France CSP+, aujourd'hui, qui ne soutient pas les Gilets jaunes, vous l'avez cité dans votre sondage, et puis cette France, c'est les gouvernés. Il y a les gouvernants d'un côté et ceux qui sont gouvernés, qui ont conscience aujourd'hui d'être écrasés. Et ça, je crois que le mépris de classe aujourd'hui a fait continuer à augmenter la haine de façon incroyable. Et après, on pourrait aussi quand même reparler de la gestion Castaner et du maintien de l'ordre quand même. Moi, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. On en a beaucoup parlé, mais quand même, il y a eu assez peu de remise en question du pouvoir et assez peu de transparence sur les incidents parfois graves et les violences qui ont été subies aussi par les Gilets jaunes. Parce que il y a toujours des enquêtes en cours. Moi, j'attends de voir. Et au contraire, on a eu une démonstration là récemment. On nous a dit il y a des enquêtes en cours, il y aura des décisions et des sanctions peut-être. Pour l'instant, on voit rien venir quand même. Un procès en cours là. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera à ce micro sur Sud Radio. Il recevra Jérôme Rodriguez pour continuer de parler des Gilets jaunes. Merci à vous. Très bonne journée.